vous allez bien. Excusez-moi, ça a coupé en pleine partie du nouveau concept que j'ai fait comme les journaux, hein. J'ai repris tout simplement les points forts, les points faibles, je vous l'ai dit, par rapport aux voitures que j'ai été au salon de l'auto et que j'avais filmé en vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos où j'ai été au salon de l'auto. En fait, ça a coupé parce que j'avais plus vraiment de stockage, donc voilà. Donc là, on reprend. Donc j'avais dit que le prix pouvait paraître pour la Peugeot 308 hybride GT assez élevé pour une compacte, hein, entre 47 et 48 000 euros. Je vous le rappelle, ça c'était dans un des points faibles. Alors je me dis, si c'est pour une hybride, dans un sens ça peut rester encore dans les tranches, on va dire, du marché actuel, même si ça peut paraître choquant par rapport à il y a quelques années. Voilà, ça peut rester encore concurrentiel. Après, si c'est vraiment pas une hybride, même si c'est en version GT, on va dire que en version GT 40, 41, allez, on va dire grand maximum 42 000 euros, quelque chose comme ça, grand maximum, même si ça reste encore très très cher, ce que je suis occupé de dire, hein, aurait été requis. Mais beaucoup plus, on est quasiment à 2-3 000 euros de 50 000 euros, donc non, là pour moi, si c'est une hybride, ça peut encore rester dans les tranches, mais à partir du moment où si je me trompe et que c'est pas une hybride, ben, pour moi ça reste tout à fait, ça reste beaucoup trop élevé, ça reste trop élevé. Donc voilà, là on vient d'avoir fini pour les points forts et les points faibles de la Peugeot 308 hybride GT. Donc là, on va passer à un autre modèle. Là, on va dans la concurrence allemande avec la BMW 3.0 CSL extérieure. Ah oui, extérieure, pourquoi? Parce qu'en fait, la BMW 3.0 CSL était juste exposée d'extérieur. En plus, il y avait des barrières autour, donc je ne sais pas si on pouvait rentrer dedans, mais j'ai pas su rentrer dedans. J'ai juste su voir l'extérieur, je l'ai d'ailleurs filmé. N'hésitez toujours pas d'ailleurs, hein, à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir les vidéos où j'ai été au salon de l'auto. Et donc du coup, pour cette BMW 3.0 CSL extérieur, j'ai mis les points forts et les points faibles. Alors il n'y en a pas beaucoup des points forts et des points faibles parce que je ne me suis pas trop attardé sur la voiture, pour tout vous dire. J'ai observé quelques minutes. Alors les points forts, respecte les codes de la sportivité, donc l'agressivité. C'est BM quoi. BM, c'est la sportive, on va dire. Il faut quand même être, il faut quand même être une famille aisée pour posséder une BM, mais on va dire que c'est la sportive allemande de généralité, BM et Audi, quoi. On va dire que BM, plus souvent, c'est la sportive que l'on voit le plus. Et ça respecte les codes de la sportivité, hein, c'est un des coupés BM. Ça fait vraiment coupé BM. Ça reste dans la sportivité, ça reste dans la vocation BM. Après les points faibles, côté stylistique trop funny, dû aux nombreuses colorations de la carrosserie. J'ai mis entre parenthèses ça parce que je me dis peut-être que ça peut pas spécialement me plaire à moi, mais que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc je respecte tout à fait si vous avez des avis tout à fait contraires à ce que je viens de dire, même ceux qui ne sont pas entre parenthèses, je respecte tout à fait. Je vous dis là, c'est mes avis personnels. Mais j'ai mis ça en point faible, pourquoi? Parce que je me dis, on est sur une BM, ça a une vocation sportive. Ils ont voulu, parce que c'est une BM, la 3.0 CSL, c'est une qui est limitée à quelques exemplaires seulement. Je crois même que c'est la BM la plus puissante jamais créée. Mais en fait, ils lui ont foutu des stitching, du genre des bandes rouges, bleues, comme c'est le classique chez BM, le rouge et le bleu comme couleur partout sur la carrosserie. Limite, on a l'impression qu'on a collé des autocollants dessus, hein. Il y a des gosses qui se sont amusés à foutre des autocollants, tellement c'est une bagnole qui de base est blanche et on la fout colorée comme ça. C'est peut-être violent ce que je suis occupé à dire, mais moi c'est ce que j'ai ressenti du premier coup. On met du jaune dans les phares. En fait, on essaye de la mettre en valeur pour les unités que ça peut être, vu que c'est une voiture à quelques unités. Mais en même temps, pour se dire que c'est l'une des BM les plus puissantes au monde, je trouve que pour certaines personnes, ça pourrait paraître un peu ridicule. Et alors, ce qui est d'autant plus ridicule, c'est le troisième critère qui, pour moi, le prix est tout simplement inimaginable. D'ailleurs, je crois que vous allez vomir votre café si vous êtes occupé de boire, quoi. Cette BMW 3.0 CSL coûte, si mes souvenirs sont exacts, 750 000 euros. 750 000 euros pour une BMW. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose de pareil dans votre vie? Je crois qu'il n'y a jamais eu une BM à un tel prix.
Alors oui, si mes souvenirs sont exacts, c'est la BM la plus puissante jamais créée. Alors oui, elle est créée en quelques unités. Je me demande même s'il n'y en aura pas qu'une ou alors vraiment quelques unités. Mais 750 000 euros, moi personnellement, je trouve que les familles qui vont débourser 750 000 euros pour qu'ils puissent avoir une BM, pour que les familles puissent avoir des BM à 750 000 euros, je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête, hein. Mais vraiment, on est sur un coupé limite qui pour moi stylistiquement ne me fait pas rêver, dans le sens où on lui a foutu des stitchings de partout. C'est une bagnole de base blanche. J'ai l'impression que c'est une bagnole basique, un coupé basique BM blanc, à qui on a foutu des autocollants, des grands autocollants de gosse, et qu'on lui a foutu du jaune dans les phares et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'ils ont voulu la mettre justement en valeur parce que c'est une édition limitée à quelques exemplaires, et je crois même que c'est la plus puissante jamais créée. Donc dans un sens, pour certaines personnes, je respecte ceux qu'ils aiment, hein, d'accord, mais à titre personnel, je trouve que pour certaines personnes, ça pourrait paraître ridicule. D'autant plus que le prix, et là je crois que on est tous choqués parce que pour moi le prix est vachement ridicule par rapport à la voiture que c'est, dans le sens où pour beaucoup moins, les familles peuvent avoir des voitures du luxe bien meilleures et bien plus puissantes. Hmm. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette BMW 3.0 CSL parce que je ne me suis pas vraiment concentré sur elle quand j'ai été au salon. J'ai jeté quelques minutes et puis voilà, mais rien de plus quoi. Alors là, je retourne ma fiche et on repasse chez les Français. On repasse chez Peugeot avec la Peugeot 308, oui, mais pas la compacte, la Peugeot 308 SW. SW, du moins chez Peugeot, si je me souviens bien, c'est l'appellation qu'ils donnent pour désigner leur break. Par exemple, 508 normal, 508 SW, c'est le break. Sachant que la 508 de base normale est une berline. Donc voilà. Alors pour cette Peugeot 308 SW, donc en gros vous prenez une 308 d'aujourd'hui et vous la rallongez un peu. En fait c'est ça, c'est le petit break de chez Peugeot. Qu'est-ce que j'ai mis comme point fort? Je n'ai pas eu de point faible, alors peut-être que pour certains il peut y avoir des points faibles. Je dis c'est juste des avis à titre personnel, hein. Vous pouvez tout à fait être en désaccord avec tous les avis que je cite là. Mais j'ai pas de souvenir du moins où j'ai pas prêté attention plus que ça à l'intérieur. C'est plus ou moins le même intérieur, mais en plus grand que celui de la. C'est quasiment le même intérieur, mais en plus grand que celui de la 308 compacte. Je sais pas si c'est la version GT que j'ai vue, mais c'était une version un bleu assez spécifique, plus clair, un bleu clair assez spécifique. C'était très beau aussi. J'ai juste mis un point fort, un point fort qui est assez dans la globalité, assez basique. Petit break sympathique ayant un look plutôt dynamique, même voire sportif. Et c'est vrai qu'en globalité, Peugeot vise vraiment sur la sportivité dans les feux. Ils mettent beaucoup des feux en pique. Ils essayent vraiment de jouer la carte, le coup de poker, quoi, hein. Je vais pas repartir des heures sur Peugeot, hein, avec la remontée en puissance en gamme et tout, mais ils essayent vraiment d'être la meilleure marque française en termes de luxe, sachant que DS se désigne elle-même la marque de luxe française, alors que des fois on a l'impression qu'ils en font vraiment trop. Limite ça devient du kitsch et du enfin ça vient du tout chiqué quoi, hein. Les écrans qui sortent du tableau de bord, les diamants et tout ça, ça peut paraître très beau, mais au bout d'un moment donné, ça peut rendre un peu barbant, hein. Euh, Et là, Peugeot, on a l'impression qu'ils essayent de faire la classe française. On va pas aller jusqu'à dire le luxe, peut-être certains diront le luxe, mais la classe française en sobriété. Et c'est ça qui est bien. On va peut-être même dire le luxe, hein, dans le sens où c'est vraiment une voiture à l'intérieur et même à l'extérieur. Dans les versions hautes, euh, dans les versions basiques, c'est aussi des belles petites voitures sympathiques, hein, mais dans les versions hautes, ils se sont vraiment bien améliorés et tout ce qui s'ensuit. Et ils ont fait vraiment rugir le lion, hein. C'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus dynamique. Donc voilà, c'est un peu en lien avec le méli-mélo de toute la remontée en gamme de Peugeot en globalité, euh, ce point fort. Et en point faible, j'en ai pas vraiment trouvé. Après, chacun a son avis, quoi. Là, nous passons sur une autre voiture. Une voiture à consonance beaucoup plus sportive, toujours française, la Alpine A110 GT. Qui ne connaît pas Alpine dans le monde de l'automobile? C'est un monument.
oui, j'ai pas peur de le dire, Alpine reste un monument dans le monde et dans l'histoire de l'automobile, du moins de l'automobile française. Et c'est connu dans tout l'automobile, bien évidemment. Alors, il y avait la A110R, blindée de carbone et tout ça avec les ailerons, elle, c'est 110 000 euros, je crois, qui était aussi exposée, mais on pouvait pas entrer dedans. Il y avait, euh, il y avait la A110 normale, et je me suis plus concentré, moi d'ailleurs, dans une vidéo sur la A110 CGT, qui elle était présentée en gris. J'avais dit que je trouvais que le gris, à titre personnel, la rendait pas vraiment très valorisante. Après, bon, chacun ses goûts. Euh, En termes de points forts pour cette version Alpine A110 GT, j'ai noté belle petite sportive. C'est vrai qu'on reste sur une petite sportive française qui en jette hein, quand même. Hein, c'est une petite française, c'est une petite sportive. On a envie de rouler avec finalement. Hein. Euh, on voit ça, on se dit, oui, on a envie de rouler avec quoi. On a envie d'être dedans. Et on a envie de s'amuser. Enfin, on a envie d'être dedans, quoi. De rouler avec. Euh, et même l'extérieur, c'est vraiment. Il y a toujours des codes stylistiques de chez les Français, bien évidemment, mais je trouve que c'est leur manière à eux d'exprimer leur côté sportif. Et au final, il y a des gens qui sont pour la modification, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire par moment? Enfin, je sais pas. Donc voilà. La deuxième, rappel d'origine correctement incorporé. Alors rappel d'origine, pour vous, ça peut vous sembler quoi? En fait, rappel d'origine, c'est tout simplement le drapeau. Euh, Vous voyez, dans certaines voitures, il y a les finitions où ils mettent le drapeau du pays d'origine de la voiture et ils le mettent par exemple quelque part en tout léger. Ben là, par exemple, j'ai pas vu autre part parce que je suis pas monté dedans. J'ai vu l'intérieur, mais je suis pas monté dedans. Mais en fait, ils ont mis les drapeaux français. Alors, je sais pas si c'est ça, comme ça sur toutes les Alpines. De tout léger, tout petit drapeau français incorporé sur le dessus, plus ou moins, ou je sais pas trop quand, ou mais dans la portière des Alpines. Je trouve ça vraiment bien. Ça rajoute un petit cachet, un petit côté fier, fier d'être le pays qui produit cette voiture. Et au final, je crois que tous les pays dans le monde entier sont fiers de ce qu'ils produisent, hein, bien évidemment, que ça soit en voiture ou autre chose. Mais voilà quoi, ça reste quand même, ça montre quand même, malgré, ça peut paraître un beau petit détail et en même temps ça montre la fierté nationale. C'est ça qui peut être bien. Et en troisième point fort, j'ai dit le dessin des feux. Oui, parce que surtout à l'arrière, j'aime bien déjà à l'avant comment est-ce que les feux ont été dessinés en rond comme ça. Je trouve ça assez, ça peut paraître simpliste et en même temps, je trouve que ça rajoute quelque chose à la voiture. Ça peut la rendre même plus sportive, la façon dont ils sont posés sur la carrosserie. Et en même temps, c'est surtout à l'arrière que j'ai examiné les feux parce qu'on voit vraiment le travail des feux, le travail des ingénieurs sur l'Alpine pour les feux parce que c'est vraiment, on voit vraiment jusqu'au néon rouge quoi. Comment est-ce que c'est travaillé dans les moindres détails, dans les moindres formes, la forme que fait le néon rouge. Enfin, c'est assez précis, hein. Et ça, j'ai d'ailleurs remarqué, du moins chez les Français, que ça se voit très fort, la forme des feux par exemple, quand on va chez DS, hein, on voit direct une DS. En général, je crois c'est en forme de rubis. En fait, ça se tourne quand ça s'allume. Enfin voilà, je trouve que du côté français, les feux sont vraiment d'origine bien travaillée. Et là, on voit carrément le travail du feu. C'est ça que je peux trouver ça très bien. Par contre, en point faible, j'ai un. Ça peut paraître long le point faible, mais bon, ça désigne qu'une seule chose en globalité. Le point faible, c'est le suivant. Entre parenthèses, je l'ai mis, hein, parce que c'est de nouveau, peut-être que d'autres personnes, voilà, ça les dérangera pas spécialement, mais certains auront peut-être préféré une meilleure incorporation de l'écran dans le tableau de bord, et peut-être même un meilleur écran. Ouais, parce que à titre personnel, bon, ça reste un écran qui n'est pas incorporé dans le tableau de bord, c'est un écran qui est sur le tableau de bord. Peut-être qu'il y a certains que ça ne leur plairont pas. Peut-être que pour le prix que ça fait 80 000 euros. Après, il y a aussi des voitures comme ça, des tarifs comme ça, qui ont, un écran comme ça, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Il y a ça aussi, peut-être que ça risque de déplaire, le fait que ça soit pas directement incorporé dans le tableau de bord. Mais peut-être que ça peut plaire à d'autres. Et peut-être que ça pourrait plaire, personnellement, c'est un truc qui peut me déplaire à moi, un des défauts de cette Alpine, c'est l'écran lui-même.
parce que je trouve que l'écran, c'est pas spécialement la taille qui me dérange. Peut-être la taille aussi, je m'attendais à quelque chose avec les normes aujourd'hui d'écran, peut-être un tout petit peu plus grand. Et en même temps, c'est plus la forme de l'écran qui me déplaît un peu parce que pour une voiture sportive à 80 000 euros, moi j'ai l'impression quand je regarde l'intérieur que l'écran, limite on a foutu. Ça va être vulgaire ce que je vais dire, hein, violent, hein, peut-être pour les puristes d'Alpine, hein, mais qu'on est venu foutre une tablette de magasin sur le tableau de bord, quoi. Enfin, c'est un petit. Pas hyper petit, hein, une taille normale, on va dire, mais c'est un écran, la forme, j'aime pas. Ça fait un peu tablette de magasin, enfin, je sais pas. Après, chacun son goût, hein. Mais bon, j'aurais peut-être préféré un meilleur écran, du moins. Donc, voilà pour cette Alpine. Donc voilà, on a déjà terminé avec la première page. On va passer à l'autre page. On va chez les Coréens. C'est une marque qui commence à se faire connaître, qui n'est pas encore hyper connue, hein. On n'en voit pas spécialement beaucoup. C'est d'ailleurs la marque de notre voiture à nous, personnellement. La SsangYong Corando. Donc on se dirige chez les Coréens. Alors le SsangYong, c'est une marque coréenne qui est présente, qui a été créée dans les années 90 même, je crois, mais qui est présente en Belgique que depuis, allez, on va dire 6-7 ans, quelque chose comme ça, vraiment. Et encore, c'est pas encore hyper bien connu à l'heure actuelle. On en voit un peu plus, mais c'est rare. En fait, c'est vraiment une marque coréenne qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est SUV. Donc pick-up, 4x4, monospace, parfait pour les familles, quoi. Et pour la note, vu qu'on a acheté notre voiture au salon de l'auto de Bruxelles de 2017, voilà. Ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Et donc pour les points forts, voiture affichant une belle présentation intérieure et extérieure. Alors en fait, SsangYong, je trouve que c'est quand même une voiture qui reste simpliste. Ils essayent quand même d'évoluer dans le temps, c'est bien réalisé. La finition extérieure reste correcte. L'intérieur reste digne d'une voiture classique, correcte. On a droit à un beau petit écran. Tout ce qu'il faut sur une voiture, quoi, hein. C'est la voiture, tout ce qu'il faut, quoi. C'est la voiture, ce qu'il faut de base pour que ce soit une voiture, quoi. C'est ça ce que je veux dire par là. Donc, voilà. Deuxième point fort, rapport qualité-prix encore excellent par rapport au marché actuel. Parce qu'il faut savoir que c'est carrément l'une des devises de SsangYong, c'est de faire des SUV au meilleur prix possible par rapport au marché actuel. À l'heure où aujourd'hui en 2023, les familles vont payer 50 000 euros un SUV qui fait, allez, on va dire 4,50 m de long. Eux, SsangYong, au lieu de payer 50 000 euros, vous allez le payer par exemple 35 000. C'est voilà quoi, c'est des meilleurs rapports qualité-prix. Et je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix que ça peut paraître par rapport au marché actuel, par rapport à la voiture que c'est. C'est une voiture, comme je dis, tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut de base pour une voiture. Voilà, c'est vraiment une bonne voiture rapport qualité-prix. Après, point faible, il y a un petit point faible que j'ai pu noter. Côté du moins intérieur, encore fort plastique. Parce que, bon, on peut pas demander gros non plus. Dans le sens où, oui, ça reste des 35 000 euros, mais par rapport 35-40 000 euros. Le modèle le plus cher peut aller, le Rexton, lui, peut aller jusqu'à 50 000 euros. Mais c'est vraiment le très haut de gamme de chez SsangYong. Et le plus gros SUV. Mais côté du moins intérieur, encore fort plastique. Ça peut encore se comprendre par rapport au prix de la voiture, hein, parce que dans un sens, vu les prix actuels du marché, c'est 50 000 euros un SUV d'une même taille avec une bonne finition, tandis que là, ils mettent, on va dire, un peu une moins belle finition, une moins bonne finition, il y a plus de plastique. Donc du coup, ça va réduire les coûts, bien évidemment. Parce que si ils feraient des énormes finitions, mais qui suivent pas, l'entreprise ne suit pas et qu'ils ont des pertes et qui font couler, parce que les prix sont pas assez élevés. Je vous dis, l'automobile aussi, c'est malheureux. Attendez 2 petites secondes, je vais juste aller allumer ma lumière.
L'automobile, c'est malheureux dans le sens où tout est une question aussi d'économie. Les gens se plaignent, les familles se plaignent d'avoir des prix exorbitants aujourd'hui pour les voitures, mais en même temps, les familles veulent de plus en plus de technologie, de gadgets et de finitions luxueuses dans leurs voitures, ce qui fait grimper les prix, bien évidemment, hein, parce que sinon ça fait des pertes générales chez les constructeurs. Et là, ils mettent les sous la porte, quoi. Il y a aussi les règles gouvernementales, le gouvernement qui implique de mettre obligatoirement de nouvelles normes, de nouveaux systèmes de sécurité dans les voitures, de nombreux systèmes que les familles demandent encore plus pour mettre dans leur voiture et qui augmentent encore la facture, même s'il y en a certains qui sont compris de base, ça dépend d'une voiture à une autre et d'autres en option. Il y a aussi chez les électriques les batteries lithium-ion, je ne sais pas combien ça coûte à la production, mais enfin voilà, c'est toute une question d'économie en automobile. Bon, on va pas revenir sur ce débat-là, on a fait déjà beaucoup. Mais bon, voilà. Mais SsangYong s'améliore de jour en jour et c'est vraiment satisfaisant. En globalité, pas que pour le Corando. Là, on part chez les Allemands. Chez BMW, encore une fois. Pour la BMW i7. Alors, c'est l'énorme berline limousine luxueuse 100% électrique, je crois qu'elle est 100% électrique de chez BMW. C'est une voiture qui doit coûter très très cher, hein. J'ai même entendu des fois dans les 140 000 euros. Je sais plus si c'était modèle de base ou bien optionné, enfin bref, mais on est dans les 100 000 euros du moins facilement. Et c'est vraiment la hyper grande limousine berline luxueuse de chez BMW. C'est vraiment équivalent série 7, mais je trouve qu'elle est même encore plus grosse, elle fait plus imposante encore qu'une série 7 en électrique, quoi. Je crois qu'elle est 100% électrique. Alors pour les points forts de cette BMW i7, il y a un point fort et un point faible. Mais un point faible entre parenthèses, c'est de nouveau un point faible qui peut de nouveau ne pas vraiment déranger certaines personnes. Tout est une question de goût, bien évidemment. Pour le point fort, j'ai mis voiture d'un grand gabarit mais qui arrive à garder sa vocation luxueuse et raffinée, donc sa classe. Parce que peut-être que certaines voitures, au fur et à mesure qu'elles vont grandir, je dis pas que toutes les grosses voitures sont dégoûtantes, hein. Nous, à titre personnel, on a une grosse voiture et elle est magnifique. Mais enfin, ce que je veux dire de ce côté-là, c'est que peut-être qu'au fur et à mesure qu'on veut faire une voiture hyper classe et tout ça et qu'on la rend de plus en plus grosse, peut-être qu'elle va paraître un peu plus déformée, peut-être moins classe, je sais pas. Ça reste aussi un avis personnel, hein, à juger soi-même. Mais enfin voilà, peut-être que ça peut être une variante là-dessus. Mais c'est bien qu'elle arrive à garder sa classe et sa luxuosité tout en ayant quand même un grand gabarit. Et pour le point faible, j'ai mis entre parenthèses face avant avec phare revisité. En ce moment, on entend beaucoup de gens dire que c'est un scandale. Non, on va pas dire jusqu'à un scandale, mais il y en a d'autres. Il y a certaines personnes, on entend souvent dire qu'elles ont un peu plus de mal avec les nouveaux codes stylistiques de chez BMW. Et il y a notamment les grosses calandres. Ils font des grandes calandres maintenant chez BMW pour la plupart des modèles. Il y en a à qui ça dérange pas, d'autres à qui ça plaise moins. Ils ont fait un 4x4 aussi, un gros 4x4 luxueux 100% électrique, c'est les mêmes phares. C'est des phares un peu en ligne, une ligne au-dessus, une ligne en dessous. C'est du LED bien évidemment, hein. Et pour le tarif que c'est bien évidemment. En fait, je me suis dit que peut-être que ce type de phare par rapport aux phares classiques qu'on peut retrouver chez BM qui ne sont pas vraiment en ligne, ça pourrait déplaire à certains puristes ou autres. Déjà que les gens, certains puristes ont beaucoup de mal avec l'électrique, bien évidemment. Je me suis dit que peut-être ce petit côté stylistique pouvait déplaire à certains. Moi personnellement ça me dérange pas. Après je me suis dit point faible, j'ai mis entre parenthèses bien évidemment parce que c'est chacun son goût, quoi. Donc voilà pour cette grosse berline, cette grande berline limite limousine BMW i7 luxueuse. Et alors là on arrive sur un des derniers modèles pour aujourd'hui. On va chez les Américains.